Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Et dans cette émission, je me trouve maintenant à Hunan, une province en Chine. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts pour parler de la Chine. Et le premier, c'est Jean Pécouret. Bonjour. Bonjour Mayine. Et vous êtes expert en géopolitique et président de Saphir Eurasia Promotion. Voilà. Et est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené à s'intéresser à la Chine? Bien sûr. Dans un premier temps, je dois dire que j'ai une formation de scientifique et donc j'ai exercé dans l'industrie pendant une quarantaine d'années. Et à l'occasion d'un voyage professionnel, j'ai découvert la Chine à travers Hong Kong dans les années 1990, au début des années 1990. Et là, je peux dire que une expression que j'aime employer, c'est que j'ai attrapé la fièvre jaune, c'est-à-dire que je suis tombé amoureux de ce pays. Et donc, j'ai voulu mieux le connaître, et c'est pour ça que j'ai entrepris de faire des études d'abord en auditeur libre, en commençant à apprendre le chinois en cours du soir. Et puis, à un moment donné, j'ai interrompu ma carrière pour faire l'ANGZO, l'Institut national des langues et civilisations étrangères orientales en chinois. Et donc, j'ai approfondi la connaissance que j'avais, qui était livresque, qui n'était pas structurée, mais qui était par mes propres lectures et par les nombreux voyages que j'avais faits, déjà en Chine et en Asie, pour mieux connaître la géographie, l'histoire, la philosophie et tous les aspects de la culture chinoise. Et ensuite, je me suis, en parallèle de mon activité scientifique, je me suis intéressé donc directement aux relations franco-chinoises et j'ai mené de plus en plus d'activités pour faire la promotion de ces échanges. Et je me suis intéressé à l'aspect géopolitique des choses. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu expert dans cette matière. Ça fait 30 ans que je vais en Chine tous les ans. Au début, c'était quelques semaines par an. Maintenant, c'est 6 mois par an. Donc, c'est moitié-moitié en France et moitié en Chine. Donc, voilà. J'ai voyagé à peu près dans bonne moitié des provinces chinoises, y compris le Xizang, le Xinjiang, et puis toute la côte est, à partir de Shanghai, puisque c'est mon point de base. Je suis basé à Shanghai lorsque je suis en Chine. Et petit à petit, donc de fait de mes connaissances, les médias chinois, en particulier le Quotidien du Peuple, l'agence Chine Nouvelle et d'autres médias, me consultent pour donner des interviews ou écrire des articles sur ma connaissance de la Chine. Alors, puisqu'on est dans le Hunan, on va peut-être revenir sur l'aspect géopolitique un peu plus tard. Mais puisqu'on est dans le Hunan, quelle est votre impression de ce province et de cette visite? Bien sûr, Maï. Donc, c'est la première fois que je viens dans le Hunan. Je l'avais étudié dans mes cours de géographie, et puis j'avais vu des expositions, d'autres documentations. Mais là, c'est la première fois. Donc, après ces quelques jours, en particulier à Changsha, qui était orienté surtout sur le tourisme, en fait. Par la suite, là, nous avons visité, nous sommes partis dans l'ouest, puisque là, nous sommes dans l'ouest, à Royan, Anhui. Donc, j'ai pu voir un aspect de la partie citadine et une partie rurale comme aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, c'est que Changsha est une grande ville. C'est une ville qui est très marquée par l'histoire récente de la Chine, c'est-à-dire, on va dire, depuis la Révolution jusqu'à la Libération, et ensuite avec la place que le président Mao Tse-tung occupe. Alors occupé dans le passé, dans toute sa vie politique. Il est né dans le Hunan, c'est ça. Il est né dans le Hunan. Et l'influence qu'il a encore
et la reconnaissance que les Chinois lui apportent, on la voit particulièrement. Moi, je l'ai senti beaucoup plus dans une ville comme Changsha, et encore plus dans la ville où nous sommes aujourd'hui, en particulier dans le village que nous avons visité. Bon, on voit que c'est vraiment la province est très attachée à Mao Tse-tung, est très attachée à l'apport aussi à travers Mao Tse-tung du Parti communiste chinois. Et ce que nous avons visité aujourd'hui, on voit le développement rural de façon certaine. Évidemment, en quelques jours, on ne peut pas tout voir. Moi, je dirai après des choses qu'on n'a pas vues et que j'aimerais voir pour confirmer mon impression. Et vous avez fait aussi d'autres voyages en Chine, par exemple. Vous avez visité le Xinjiang et le Xizang. Oui. Donc, quelles sont vos impressions là-bas? Parce que ce sont des régions qui suscitent quand même beaucoup de polémiques dans le monde aujourd'hui. Et oui, effectivement. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant de constater la différence qu'il y a entre la réalité des faits et la propagande qui est véhiculée Bon, ben je vais parler de la France parce que je suis français et que j'habite en France. Les discours sur l'impossibilité, enfin la répression des Ouïghours, par exemple, ou l'interdiction de pratiquer le bouddhisme tibétain, ou tout ce qui peut être comme destruction qui est affichée des cultures locales. On voit que c'est complètement faux. Quand on visite les plantations de coton, on voit qu'elles sont industrialisées, c'est-à-dire que la récolte est faite par des machines. Les usines aussi, il y a 50 ouvriers pour des filatures immenses à perte de vue. Donc, ce serait complètement économiquement non rentable d'utiliser des esclaves alors que la production est automatisée, est faite par des moyens modernes. On voit aussi le rôle de la recherche, le rôle de la technique. Ces discours qui consistent à dire qu'il n'y a pas de liberté et qu'il y a une oppression et une destruction de la culture, que ce soit au Xizang ou que ce soit au Xinjiang, on voit que c'est complètement faux. Lorsqu'on voit au Xinjiang qu'il y a des mosquées, on voit qu'il y a des centres de formation des imams. Bon, à quoi ça servirait de former plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'imams par an si c'est pour ne pas les utiliser? Donc c'est pas cohérent. On voit que les inscriptions partout sont bilingues, que ce soit au Xinjiang ou que ce soit au Xizang. Donc là où je dis que c'est fatigant, c'est que quand on rentre en France et qu'on voit les livres qui sortent ou les discours politiques sur l'absence de liberté ou le bafouement des droits de l'homme, ça correspond pas du tout à la réalité. Par contre, si on analyse les motivations de ce discours, j'allais vous demander pourquoi. On comprend très bien que c'est pour mettre la main c'est pour casser la société, pour pouvoir installer des pouvoirs en place qui seraient favorables au pillage de la Chine par les puissances occidentales, et aussi pour installer des bases militaires qui contrôleraient la Chine, puisque si jamais le Xizang devenait indépendant, ça deviendrait un Afghanistan. Et surtout le Xinjiang qui deviendrait un Afghanistan, et le Xizang, il y aurait, comme c'est en hauteur, il y aurait des missiles américains qui pourraient menacer de bombarder la Chine. On voit que aujourd'hui en France ou dans le monde occidental, il y a ce genre de propagande contre la Chine, mais quand même, est-ce qu'on trouve encore des éléments qui vont rapprocher la France et la Chine, qui vont orienter vers les deux pays vers le futur? Certainement, et il faut être optimiste. C'est pas toujours facile, mais il faut être optimiste. La France est un pays qui a une certaine civilisation, pas aussi longue évidemment que celle de la Chine. Elle a été influencée par la Grèce ancienne, qui elle a eu
disons le confucianisme est apparu en même temps que la pensée d'Aristote en Grèce, donc c'était vers 450 avant Jésus-Christ. Enfin, disons, les pensées se sont développées à l'époque où les deux extrémités du continent eurasiatique étaient en conflit entre des royaumes qui s'affrontaient, et où donc les pensées politiques ont réfléchi à comment ramener la paix et comment gouverner les peuples. Donc il y a eu deux options. Il y a eu le confucianisme et la pensée de Mencius, Mons, d'un côté, et la pensée de la démocratie athénienne de l'autre côté, avec des options différentes. Donc, on peut dire qu'il y a eu une réflexion, et que la société occidentale s'est construite à partir d'une réflexion dans la douleur, dans la guerre, et de même que la Chine aussi s'est construite dans la douleur et dans la guerre. Bon. Ça, je dis ça pour dire que la paix, c'est un objectif commun. Donc, il est impossible que actuellement l'Occident qui traverse des phases difficiles, à un moment donné ne reprenne pas un essor. Et la Chine peut aider par les exemples qu'il donne. Par exemple, dans les systèmes sociaux, système médical, système de santé, je parle, le système éducatif, où on voit que les talents se forment en Chine, sont beaucoup mieux que en ce moment en Occident, que le sens du pays, le sens du développement commun et la recherche d'une croissance, mais pas seulement économique, aussi sociale et de bien-être du peuple. La Chine peut donner un exemple pour aider les pays occidentaux à reprendre un essor. Peut-être c'est pour ça que maintenant la Chine est devenue une sorte d'ennemi systémique qualifié par l'Union européenne. C'est parce que si vous dites comme ça. C'est un ennemi systémique, en fait, pas tellement de l'Union européenne, c'est un ennemi systémique des États-Unis. Et l'Union européenne se trouve au milieu et est manipulée par les États-Unis. S'il n'y avait pas le discours de certains propagandistes, je vais pas citer des noms, sauf si vous me le demandez, mais avec les livres qui sortent en ce moment, qui cherchent à donner une mauvaise image de la Chine, c'est une stratégie de division. Par contre, il est clair que en France, il y a beaucoup de gens qui cherchent à entretenir cette flamme de la relation franco-chinoise, tant au niveau des entreprises que au niveau de la culture et des relations interpersonnelles. On peut le voir en particulier dans les réunions, professionnelles entre entreprises françaises, lorsque le gouvernement les oblige à appliquer des sanctions. Alors ça peut être à l'égard de la Russie ou à l'égard de la Chine. C'est parce que c'est exactement le même schéma. C'est de couper les relations entre la Chine d'un côté, la Chine et la Russie d'un côté, et puis l'Europe de l'autre côté. C'est pour ça que l'Ukraine, c'est un point de rencontre. C'est le point de, comment dire, il y a tectonique de rupture tectonique que les Américains veulent établir pour qu'il ne puisse pas y avoir les routes de la soie, les Itaïlou, pour casser les échanges entre les deux parties du continent. Bon, mais ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on veut pousser les entreprises à se couper de la Chine, eh ben elles renaclent, elles sont pas d'accord. Elles n'ont pas envie d'appliquer des sanctions et elles n'ont pas envie d'en subir non plus. Donc là, il y a quand même un sens pratique, pragmatique de la part des entreprises qui savent qu'elles n'ont aucun intérêt à être en conflit avec la Chine. Lorsqu'on dit qu'il y a un déséquilibre commercial entre l'Europe et la Chine, les entreprises ne suivent pas le discours du gouvernement. Les entreprises françaises, là il y a eu le CIE,
qui s'est tenue à Shanghai, elles sont venues pour établir des contrats avec les entreprises chinoises, puisque elles sont pour pouvoir exporter les produits. Ben, en fait, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est-à-dire que cette envie d'apprendre du système chinois, je pense, en quelque sorte, est-ce que vous pensez que la crainte des États-Unis ou des pays européens sont quand même justifiées, parce que quand même pendant très longtemps, eux, ils se considèrent comme les exemples pour le reste du monde, et soudain, ils ont découvert que il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre la Chine, et du coup, ça crée un conflit Vous savez, mental. Lorsque vous voyez que vous avez été les maîtres du monde, et puis que d'un seul coup, vous voyez qu'il y en a un qui est sans avoir fait de guerre et sans avoir cherché à manger les autres, réussi beaucoup mieux que vous. Bon, ça rend un petit peu jaloux. Ouais, mais Donc, est-ce que vous pensez que ça va passer, ou ça va devenir finalement l'obstacle constante entre les relations? Mon pronostic, c'est que le changement et la rétablissement des relations passera par, comment dire, viendra du bas, c'est-à-dire viendra du peuple en Occident. Il viendra pas de l'élite. C'est une remise en cause, comme on a pu le voir avec les élections de Donald Trump. C'est le peuple américain qui a voulu changer le discours qu'on lui tenait, que les démocrates américains lui tenaient, un discours guerrier, un discours de conflit, qui le conduisait à utiliser l'argent pour faire la guerre au lieu d'aider le peuple. Les gens, il y a eu du chômage, la situation des gens ne s'est pas améliorée. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump, parce que Trump s'est dit on va remonter le pays, make America great again. C'est s'intéresser au peuple. C'est pas aller faire la guerre pour remplir les poches des fabricants d'armes. Donc, je pense que mon pronostic, c'est que en Europe, il y a très probablement des mouvements de révolte. Et je pense pas que ça va passer par les urnes, mais qu'il y aura des moments difficiles de troubles sociaux qui feront qu'il y aura obligatoirement un changement. Et je vous remercie, Monsieur Pégorel, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. C'était un plaisir, Maïman. Merci. Et maintenant, je suis avec la deuxième experte, Madame Liu Weili. Bonjour. Bonjour, enchantée. Merci de m'avoir invitée. Merci. Et vous êtes écrivaine et conseillère en management interculturel. Oui, tout à fait. Ça fait plus que 30 ans que j'habite à Paris, donc je travaille dans des différentes entreprises internationales. Donc, principalement, j'étais directrice internationale pour des sociétés dans l'énergie, l'industrie, etc. C'est vrai, dans mes travaux, que je travaille beaucoup avec des Français, des Occidentaux et aussi avec des cultures asiatiques, dont les Chinois. Beaucoup de Chinois qui travaillent et étudient en France. Donc, je trouve que c'est très, très important de parler de management interculturel aussi pour des Chinois, comment intégrer dans la vie française. Alors, on va peut-être revenir un peu plus tard, mais parlons maintenant un peu de Hunan, parce que vous êtes à Hunan et vous avez fait quelques jours de visite. Quels sont les lieux qui vous a plus impressionné? Ah oui. En fait, pendant mes carrières, donc j'ai déjà visité Hunan, mais jamais fait de tourisme. Là, cette fois-ci, j'ai adoré de visiter Hunan en détail, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Donc, particulièrement, je suis très impressionnée, très intéressée par le Yuelu Shuyuan, dans l'institut de Yuelu, l'académie de Yuelu, qui était un des 4, l'institut le plus ancien et plus célèbre. Et j'étais très, très touchée il a la continuité de la culture chinoise. Et avant, il a tous les lettrés anciennes, donc comme Zhu Xi, le confucianisme, qui a été bien étudié. Et maintenant, il a cette académie était intégrée dans l'université Hunan. Je pense déjà il a cette continuité pour la culture traditionnelle chinoise et littérature chinoise. C'est très très bien.
Et le point qui m'a beaucoup touchée, c'est que on est entré dans une salle de hall qui s'appelle Yiyong Tang. Donc c'est en fait Yiyong Tang. Cette hall, il était présenté partout dans les 4 maisons les plus connues de 4 académies. Et il y a 2 phrases très très souvent écrites. Et je pense que tous les gens qui font les études supérieures ou des études tout court, on connaît ces 2 phrases-là. Il s'appelle 风声雨声读书声，声声入耳，然后是家事国事天下事。事事关心. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que le son de vent, de la pluie, et aussi le son de réciter par cœur des textes, et tous les sons entrent dans les oreilles, et aussi que l'affaire de famille, l'affaire de pays, et aussi l'affaire du monde, tout m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a depuis la fondation de cette académie, qui est datée de dynastie de Song de Nord, ça veut dire que 996 jusqu'à maintenant, ça fait 1000 ans que les Chinois sont déjà intéressés à la vie des peuples. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la vie des peuples? Pour moi, c'est ça le fondamental de droit de l'homme. L'homme avec H, ça veut dire que c'est la vie quotidienne des hommes. Donc là, je pense qu'il y a plus que 1000 ans, et les Chinois déjà parlaient de l'homme. Et dans le Confucius aussi, on parle de droit de l'homme. Ça veut dire que l'homme a droit de travailler, d'étudier et de faire penser ce qu'il veut. Et puis, deuxième chose qui était dans ce voyage de Hunan, ça m'a beaucoup impressionné, c'est que il y a quelque temps, très peu de temps, on a découvert une antiquité un site d'archéologie très ancienne qui a daté de premier l'empereur de dynastie Qin. Et dedans, sur le bambou, il a inscrit toutes sortes de modes de vie, comment organiser la ville et comment circuler de l'eau, de la vie, etc., etc. Je pense que ça, c'est vraiment le fondamental de droits de l'homme. Et en fait, quand je vis en France, depuis plus de 30 ans, il y a des Français ou des Américains, des Occidentaux, et me demande très souvent cette question, que pensez-vous de droits de l'homme en Chine? Ça, c'est une question qu'on demande souvent. Voilà. Et je pense que c'est ce que j'ai vu dans cette académie de Yuelu et ce que j'ai vu dans le musée qu'on a découvert de cette archéologique, c'est le site archéologique. C'est une preuve tellement évidente pour montrer que déjà, il y a plus que 1000 ans, la Chine, les Chinois, ils déjà s'organisent pour le compte de droits de l'homme. Ça, c'est très essentiel et fondamental. Puisque vous faites beaucoup de conseils de management interculturel, est-ce que on peut aujourd'hui profiter de l'occasion pour vous demander vraiment des conseils que vous puissiez donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Soit ce sont des Français qui veulent installer en Chine, soit ce sont des Chinois qui veulent s'installer en France. Quels sont les conseils les plus pratiques ou les malentendus qui sont les plus récurrents pour Ah oui. Là, je pense que c'est se connaître et connaître des autres, c'est très très important. C'est comme dans le Sun Tzu, on a dit 知己知彼. Ça, c'est des mots très 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 importants et des mots clés entre les différentes cultures. Par exemple, je fais un exemple, par exemple, pour être à l'heure pour un rendez-vous. La tradition que les Chinois, en général, est juste arriver à l'heure. OK? Pas 1 minute avant, pas après. Et les Américains, ils arrivent toujours 5 minutes avant. Alors, le français, c'est 5 à 10 minutes plus tard. Donc, ça, c'est une question, c'est pas question parce que il est feignant, etc. Non, pas du tout. C'est une question de culture. C'est parce que des gens s'habituent comme ça, c'est tout le monde fait la même chose. Donc, il faut pas de critiquer, vous êtes en retard, ou l'autre il dit, regarde, vous êtes toujours ponctuel, c'est pas bien. Non. En fait, c'est juste une question de se comprendre et se connaître. Donc, connaître la culture des autres, c'est pour un étranger ou pour quelqu'un qui est nouveau arrivé dans un nouvel environnement, c'est très très important. Donc, je pense 知己知彼, donc c'est une phrase de stratégie de Sun Tzu, c'est qui est valable pour avant, pour il y a plus que 2000 ans, mais aussi c'est valable aujourd'hui, dans la vie privée, aussi dans l'affaire. Voilà, c'est la première chose.
deuxième chose que je pense qui est très importante dans le management interculturel, c'est que tout doit se faire à partir de soi-même. Donc, il faut pas aller chercher pourquoi il me comprend pas, qu'est-ce que je dois faire. Il faut toujours se penser qu'est-ce que je dois adapter de la nouvelle vie, de nouveau l'environnement et qu'est-ce que je dois faire pour les autres. Quand on essaye avec le vrai cœur, qu'on essaie de faire quelque chose pour les autres, je pense qu'on sera accepté. Donc, il y a encore, je termine ma conversation avec la proverbe chinois qui s'appelle 千里之行，始于足下. Tout commencer par notre propre pied. Et quel est votre vœu pour la France et la Chine, puisque vous êtes une Française d'origine chinoise, donc les deux pays sont très importants pour vous? Ah oui, ça, je voudrais, cette année, c'était le 60 ans anniversaire de la relation diplomate, de France et la Chine. Et la France est un grand pays, là où Charles de Gaulle a bien fondé de 5e République. Et pour moi, personnellement, c'est un grand homme. Et c'est lui qui a fondé cette relation diplomate, je dirais, de premier pays occidentaux, qui a fondé cette relation avec la Chine. Et Mao Zedong, il a de même caractéristique, même vision de l'avenir comme De Gaulle. Donc ces deux pays, c'est une grande nation et c'est deux grands peuples, des peuples très braves. Et je pense que c'est bien pour deux cultures assez similaires pour moi. Et aussi, on a des grands écrivains comme le Victor Hugo et aussi comme Confucius, etc. Et il faut se communiquer et je pense qu'il faut se comprendre, il faut se visiter mutuellement. Et je suis là, si je peux apporter quelque chose, c'est un grand plaisir pour moi. Je vous remercie, Madame Liu, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.